Alain Lamassoure pour évoquer les travaux de l'Observatoire de l'enseignement de l'histoire en Europe que, Monsieur le Ministre, vous présidez depuis sa création en 2020 à l'initiative du gouvernement français. Monsieur le Président, l'enseignement de l'histoire en Europe est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. En tant qu'Européen convaincu, on connaît votre parcours et votre engagement sur la construction européenne. En tant qu'Européen convaincu, vous aimez à souligner l'importance de promouvoir une approche commune de l'enseignement de cette matière, afin, dites-vous, que les nouvelles générations ne deviennent, et je vous cite, pour moitié nationalistes et pour moitié amnésiques. Vous rappeliez dans Le Monde en 2022 que l'enseignement de l'histoire est un champ de mine, une cause d'embarras pour tous les pays, car aucun d'entre nous ne supporte qu'une institution extérieure le conseille, le blâme ou le classe sur la qualité de son enseignement en la matière. C'est l'objectif de l'Observatoire que de comparer les méthodes et les programmes en vigueur dans les États européens et d'établir des recommandations afin d'inviter ceux-ci à s'entendre sur un socle commun d'enseignement. À l'occasion de cette audition, nous sommes bien entendu impatients d'en savoir plus sur la méthode de travail de l'Observatoire et la nature des relations qu'il entretient avec les différents pays membres et les différentes autorités politiques. Nous sommes également curieux de vous entendre pour nous présenter les principales conclusions de votre rapport sur l'état de l'enseignement de l'histoire en Europe que vous avez publié à la fin de l'année dernière. Avez-vous, à cet égard, noté une spécificité de l'enseignement de l'histoire en France? Monsieur le Président, je vous laisse la parole pour un propos introductif d'une dizaine de minutes et ensuite, comme nous avons la coutume de le faire dans cette commission, je donnerai la parole à mes collègues. Je ne doute pas qu'ils auront des questions à vous poser et afin de nourrir l'échange et le débat avec vous. Avant de vous céder la parole, je me permets enfin de vous rappeler que cette audition est captée et diffusée en direct sur le site internet du Sénat et que cette fois-ci, ça marche. Donc nous sommes bien sur le site du Sénat. Monsieur le Président, je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président. J'ai vu d'ailleurs que les réseaux sociaux annonçaient déjà notre réunion de ce matin. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vous remercier de votre invitation, vous féliciter de votre réélection et vous dire combien je suis impressionné, ému de retrouver des visages connus et aimés, et puis un peu impressionné d'être devant la Haute Assemblée, dans votre commission. Dans une vie politique assez remplie, j'ai exercé tous les mandats électifs possibles, sauf celui de sénateur, dont je me suis senti pas digne. Alors, j'ai arrêté toute activité politique depuis que je ne me suis plus représenté au Parlement européen, il y a maintenant 5 ans, mais j'ai voulu continuer à essayer d'être utile à la cause de l'Europe, à la cause de la paix, naturellement, au rayonnement de notre pays. Et j'ai été amené à m'intéresser à l'enseignement de l'histoire à la suite d'une série d'incidents, en quelque sorte, ou d'événements qui m'ont beaucoup marqué, et j'en citerai un seul. Ça remonte à la fin des années 90, en Hongrie, qui n'était plus communiste, qui était candidate à entrer dans l'Union européenne, qui était dirigée à l'époque d'ailleurs par un gouvernement socialiste, et où j'étais allé inaugurer des classes européennes, c'est-à-dire financées par l'Union européenne en vue de diversifier le contenu et les méthodes de l'enseignement là-bas. Et donc je visite un lycée pendant les cours, on pousse la porte d'une salle de classe, c'était une classe de seconde, un cours d'histoire, et on me montre le manuel. Alors évidemment, je ne connais pas le hongrois, par contre je connais ma géographie politique. Et quelle n'est pas ma surprise de voir que sur la page de garde du manuel, il y a la carte de la Hongrie, non pas la carte de la Hongrie d'aujourd'hui, la carte de la Hongrie du système Deák de 1867, c'est-à-dire du temps de ce que nous appelions l'Empire austro-hongrois. À l'époque, le territoire du royaume de Hongrie était 3 fois plus grand que celui de la Hongrie actuelle, et il comprenait notamment toute la Croatie, la province serbe de Voïvodine,
le Banat de Timișoara, Temesvar et la Transylvanie qui sont roumaines, pratiquement toute la moitié sud de la Slovaquie, et même une petite partie de l'Ukraine qu'on appelle la Ruthénie subcarpatique. Et donc ça m'a fait un choc parce que c'est exactement comme si sur la page de garde des manuels d'histoire en France, on projetait la carte de la grande nation napoléonienne de 1811 qui comptait 130 départements et qui allait depuis le nord, Hambourg, chef-lieu des Bouches de l'Elbe, jusqu'au sud, Rome, chef-lieu des Bouches du Tibre, et au milieu, les départements de Genève et de Bâle en Suisse. Évidemment, ça ne serait pas très bien ressenti par les voisins de notre pays. Et donc, à partir de là, je me suis intéressé à l'enseignement d'histoire à l'école et je me suis demandé si, au moins dans certains pays, pas dans le nôtre, où le problème est différent me semble-t-il, l'émergence que l'on constate hélas presque partout de partis qualifiés de populistes, xénophobes et de plus en plus nationalistes, n'avait pas, parmi d'autres causes, la mauvaise qualité de l'enseignement de l'histoire à l'école. Et donc, à partir de là, j'ai voulu y travailler. L'Union européenne n'est pas compétente sur l'éducation. Son programme phare Erasmus vise à faciliter les déplacements des étudiants, des élèves et des enseignants, mais il n'y a aucune compétence de l'Union sur le contenu et les méthodes d'enseignement. Par contre, le Conseil de l'Europe, qui est une institution plus ancienne, qui est une institution très différente, qui n'a pas le pouvoir de légiférer, de réglementer, mais le pouvoir de faire des recommandations, notamment pour transmettre, diffuser et transmettre les valeurs communes européennes, a, elle, compétence. Et donc, j'ai convaincu le gouvernement et le président de la République de proposer la création auprès du Conseil de l'Europe d'un observatoire de l'enseignement de l'histoire à l'école, au niveau enseignement primaire et enseignement secondaire, idéalement dans tous les pays membres du Conseil de l'Europe, donc c'est la grande Europe, c'est 48 pays, et en tout cas au moins dans ceux des pays qui acceptaient de jouer le jeu. Un observatoire, proposition modeste, il s'agit d'observer. Proposition modeste qui est la seule susceptible d'être acceptée par les États, y compris le nôtre, vous l'évoquez dans votre propos introductif, Monsieur le Président, mais l'idée que nous avions en tête, c'est que à partir de la collecte des informations permettant de faire la description de ce qu'est l'enseignement de l'histoire dans les écoles d'un maximum de pays européens, on pourrait faire des comparaisons et à partir de là, là où on constate que les méthodes et les résultats, le contenu de l'enseignement ne sont pas conformes aux recommandations adoptées à l'unanimité par le Conseil de l'Europe ou par d'autres institutions internationales comme l'UNESCO ou l'OCDE, faire en sorte qu'il y ait une pression de la base, une pression des premiers intéressés, les enseignants, les étudiants, les associations de professeurs ou d'élèves, et bien entendu les parlementaires, les médias, etc., pour améliorer la situation là où elle doit l'être. Donc le pari, c'est que si la situation n'est pas satisfaisante aujourd'hui, c'est parce que tout le monde le pressent, mais tout le monde l'ignore, en réalité. Et donc si on met au jour un certain nombre de faits incontestables, à ce moment-là, cela facilitera le débat et permettra d'améliorer les choses. Donc nous avons créé un petit organe auprès du Conseil de l'Europe, adossé au Conseil de l'Europe, mais politiquement indépendant, c'est très important, donc juridiquement indépendant et financièrement indépendant. Les activités
de l'Observatoire ne sont pas financés par le Conseil de l'Europe, mais par des contributions des États qui ont accepté de jouer le jeu. C'est-à-dire d'en faire partie. Et donc de mettre à la disposition de l'Observatoire toutes les informations permettant de décrire leur système d'enseignement. Nous avons réussi à obtenir l'unanimité des 48 pays sur le principe de la construction de cet observatoire et sur ses statuts, à l'issue d'une négociation que nous avons menée, c'était en 2020, entièrement sur Zoom, avec 48 pays, ce qui n'était pas évident. Mais malheureusement, la pandémie qui a ruiné les finances publiques dans tous nos pays et qui a conduit à faire des économies ou à refuser des dépenses nouvelles a fait que nous nous sommes retrouvés avec seulement 17 pays, alors que nous espérions au départ, avec le ministre de l'Éducation nationale qui a mené cette négociation pour la France, qui était Jean-Michel Blanquer, en avoir, disons, deux douzaines. Je reviendrai s'il y a des questions sur la composition de l'Observatoire et sur les États membres. Mais enfin, à 17 pays, ça permet quand même d'avoir un échantillon assez intéressant. Et nous avons veillé à mettre en place un conseil scientifique. Alors, il y a, comme dans toute organisation de ce genre, un conseil politique où chaque gouvernement, pays membre, nomme un représentant. J'ai été nommé représentant par la France et à partir de là, comme j'étais à l'origine du projet, que j'avais mené les négociations, élu président du comité directeur politique. Et le comité directeur politique a choisi un conseil scientifique. Et je suis heureux que nous ayons à l'unanimité choisi des personnalités exclusivement sur leurs références professionnelles, puisque sur les 11 membres du conseil scientifique, il y en a même 3 qui sont originaires et qui travaillent dans des pays qui ne sont pas des pays membres de l'Observatoire. Nous avons même une Australienne. Et nous avons travaillé, alors sous... c'est le conseil scientifique qui a travaillé avec la méthode suivante, en envoyant des questionnaires détaillés aux administrations d'éducation des États membres, permettant d'avoir une photographie d'un système d'enseignement, depuis qui c'est qui est en charge de définir les programmes, quel est évidemment le contenu des programmes, comment sont choisis et formés les professeurs, quel est le statut des manuels. Est-ce qu'il y a liberté de manuel, liberté de choix? Quelle est la marge de manœuvre des enseignants? Y a-t-il des problèmes que les enseignants rencontrent en salle de classe? Alors là, nous avons envoyé un second questionnaire directement aux enseignants. Et nous avons eu plusieurs dizaines de milliers de réponses. Donc statistiquement, ces réponses ont une valeur scientifique. Et nous avons ensuite... collecté. Quand je dis nous, c'est le conseil scientifique, c'est pas le comité politique que je préside. J'ai beaucoup veillé, nous avons veillé à la neutralité politique parfaite de l'exercice et à sa qualité scientifique. Et sous l'autorité donc du conseil scientifique, la synthèse a été faite sur la base des réponses de ces questionnaires. Nous avons publié notre premier rapport sur la situation dans les 17 pays. Parallèlement, nous nous sommes intéressés aussi, mais là nous n'avons pas publié, mais je vais pouvoir en faire état devant vous, à ce qui se passe dans les pays qui ne sont pas membres. Où nous avons beaucoup d'informations parce que rien n'est confidentiel sur le contenu des programmes qu'on peut lire au journal officiel et sur le statut des manuels. De toute façon, les manuels, on peut se les procurer en librairie. Donc, et il y a des organismes comme l'Institut Georg Eckert à Brunswick en Allemagne, en Basse-Saxe, qui collationne depuis la dernière guerre tous les manuels de tous les pays européens et sur Internet tous les programmes. Donc on peut savoir aussi, alors y compris avec les archives du Conseil de l'Europe, ce qui se passe dans les autres pays. Et donc je vais évoquer devant vous les principaux enseignements de notre rapport, mais aussi au-delà, si vous le permettez, Monsieur le Président, la manière dont nous pouvons percevoir aujourd'hui la situation sur l'ensemble du continent européen. Nous avons eu d'abord nous avons retiré de cela un certain nombre d'enseignements
qui peuvent être intéressants du point de vue technique pour les ministères d'éducation, sur les méthodes pédagogiques, et notamment sur l'existence de problèmes communs, en fait, qui ne sont pas réglés et qui handicapent l'enseignement de l'histoire. C'est notamment le problème de la formation initiale des professeurs sur l'usage des nouvelles technologies, enfin qui sont de moins en moins nouvelles d'ailleurs, de l'information, enfin qui se renouvellent sans arrêt maintenant avec notamment l'intelligence artificielle. Et là, c'est un problème énorme parce que sur l'enseignement d'histoire, comme dans toutes les autres disciplines, l'irruption d'Internet, de Wikipédia, etc., constitue une véritable révolution à laquelle les professeurs ne sont pas bien préparés. Même chose pour la formation continue des professeurs. Parce qu'un autre élément très intéressant de l'histoire, c'est les progrès de l'histoire scientifique, avec l'ouverture des archives, notamment toutes les archives de la Guerre mondiale, avec aussi la multiplication des universités et des travaux universitaires. Autre point commun extrêmement intéressant, la difficulté qu'on rencontre dans presque tous les pays pour évoquer certains sujets devant certains publics. Alors évidemment, nous en France, nous avons tout de suite à l'esprit la tragédie de Samuel Paty et celle qui est plus récente d'un professeur de littérature, et nous savons et nous avons documenté les difficultés qu'on rencontre vis-à-vis de certains publics, notamment des enfants d'origine ou de confession musulmane. Mais ça n'est pas spécifique à la France, ça n'est pas spécifique au public musulman. Et on a rencontré le cas d'un pays d'Europe de l'Ouest où on ne peut pas enseigner la Shoah devant des classes de petits chrétiens parce que y a des réactions violentes, soit pour nier la Shoah, soit pour s'en réjouir. Dans d'autres pays, notamment des pays d'Europe centrale et orientale, c'est un problème que la France ne connaît pas, ou dit ne pas connaître, l'histoire des minorités, des communautés minoritaires, non religieuses, mais ethniques, enfin si, elles sont parfois religieuses, comme en Bosnie, mais régionales, etc. Donc c'est un point qui est important à savoir. Dernier problème commun, et là c'est pour moi un grand sujet de surprise, dans tous nos pays, on déplore la mauvaise qualité de l'enseignement de l'histoire. Et il y a des réformes tous les ans ou tous les 2 ans. Dans aucun de nos pays, on ne mesure le niveau des connaissances historiques à la fin de l'enseignement secondaire. Alors certes, l'histoire est une matière du baccalauréat, mais on ne publie pas, on ne collationne pas, on ne tire pas d'enseignement du résultat des notes en histoire au niveau du baccalauréat. Bon, ça, je dirais, ce sont des enseignements un peu plus techniques que politiques. Mais au-delà de tout ça, il y a un enseignement politique, et nous sommes ici l'Assemblée parlementaire éminente, c'est ça qui nous intéresse le plus, qui est les difficultés communes ou spécifiques à certains pays. La première difficulté qui nous est commune, et je vais peut-être vous surprendre, c'est que nous vivons dans un âge qu'en Europe, notamment parmi les pays membres de l'Union européenne, nous vivons à juste titre comme l'âge de la paix. Or, l'histoire en tant que discipline à enseigner à l'école est née partout au XIXe siècle, en même temps que les nations, et toutes nos nations, sans exception, sont nées dans la guerre, par la guerre et pour la guerre. Et quand elles se sont transformées en États, ou que l'aspiration pour devenir des États a commencé à se manifester fortement, on a enseigné l'histoire aux enfants, qui était une histoire nationaliste. Hein, Michelet, relu aujourd'hui, la prose du point de vue de la littérature, c'est magnifique, sur le contenu, ça fait sourire. Et un Allemand,
En Allemagne, Ranke, son homologue, écrivait des choses identiques. Mais c'est la même chose dans tous nos pays. Et donc enseigner l'histoire, c'était facile. Il y avait nous et eux. Voilà. Eux, c'était les autres, donc les ennemis. Et on enseignait à nos garçons, accessoirement aux filles, les exploits héroïques de leurs ancêtres, de manière à ce qu'ils soient prêts, eux aussi, à aller mourir le moment venu pour la patrie. Et ça a été jusqu'en 1939 dans tous nos pays. Or, aujourd'hui, nous concevons les choses de manière assez différente en Europe, notamment en Europe de l'Ouest, notamment au sein de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il n'y a plus nous et eux. Il y a nous, nous et nous. Il y a nous, fiers d'être citoyens français, qui avons besoin et qui aspirons à connaître le passé de notre pays. C'est notre identité. Il y a nous, Européens, qui appartenons à une civilisation commune, dont nous avons besoin de connaître les formidables réalisations dans le passé, les pages très sombres aussi, je ne citerai que la colonisation, et naturellement les 2 guerres mondiales et l'Holocauste, dont nous, Européens, sommes les premiers responsables, et les premières victimes, et dont les valeurs, que nous pensions être de valeurs universelles, sont maintenant contestées par une partie du reste du monde, et les armes à la main par la Russie de Vladimir Poutine. Et puis nous, ce que Villon appelait les frères humains, c'est-à-dire tous les 8 milliards d'humains, qui sommes désormais connectés par Internet les uns avec les autres, qui sommes soumis aux mêmes dangers planétaires d'origine humaine, que ce soit le réchauffement climatique ou le risque d'apocalypse nucléaire, et qui aspirons évidemment à faire bénéficier le monde entier des acquis, de la partie positive des acquis de l'expérience européenne. Donc, enseigner l'histoire avec le nous, 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 sachant que le reste du monde n'a pas la paix en tête, mais considère que la guerre peut être la continuation de la politique par d'autres moyens, selon la fameuse formule de Clausewitz, c'est évidemment beaucoup plus difficile. Et concilier la fierté nationale et l'identité nationale avec la tolérance de ce qui se passe dans les pays voisins, la compréhension que les pays voisins ont beaucoup de points en commun avec nous, mais ont aussi des différences, et que l'interprétation même de certains droits fondamentaux n'est pas la même dans tous les pays, même de l'Union européenne, c'est quelque chose qui est assez difficile à admettre, et à plus forte raison assez difficile à enseigner. Et je dirais que face à cette difficulté, il y a 2 tentations qu'il faut éviter. Alors là, je vais me permettre la coquetterie de citations littéraires. La tentation, George Orwell, l'auteur de 1984, avec cette formule cynique, qui maîtrise le présent maîtrise le passé, et qui maîtrise le passé maîtrise l'avenir. Et donc, les dictateurs ont tout à fait compris que leur pouvoir repose d'abord sur la réinvention du passé. Et là, nous avons malheureusement des pays qui succombent à cet aspect, à cette tentation, c'est-à-dire présenter le passé sous un éclairage qui est favorable à leur pouvoir actuel. Et nous avons, sur l'ensemble du continent européen, des pays qui tendent à succomber à cette présentation que je qualifierais diplomatiquement de chauviniste de l'histoire. Chauvinisme pouvant aller jusqu'au nationalisme. Avec ceci s'observant, pas simplement dans la partie centrale et orientale du continent européen, mais parfois dans certaines régions d'Europe de l'Ouest. Je pense à des pays qui ont décentralisé la compétence en matière d'éducation auprès des régions et dont les régions sont contrôlées politiquement, dans des conditions démocratiques, par des partis nationalistes régionaux. Donc
c'est le cas en Espagne, nous connaissons ça avec Max Brisson, en Catalogne et au Pays Basque. C'est le cas en Belgique, avec la Flandre. La première ligne du programme d'histoire de Flandre, c'est en Flandre, nous enseignons une histoire nationaliste. Il y a le mot. Alors, il y a le mot en flamand. Je ne sais pas comment ça se traduit, mais voilà. C'est le cas en Irlande. Le Scottish National Party n'existait quasiment pas. Enfin, était une curiosité il y a 20 ans. 20 ans après la mise en place de la dévolution qui fait que en Écosse, le programme d'enseignement est décidé à Édimbourg, tout d'un coup, on voit ce parti devenir le parti dominant en Écosse. Et puis, il y a l'autre tentation. Il y a l'autre tentation, et là je citerai Paul Valéry, cette phrase assez curieuse et assez terrible: l'histoire est le poison le plus puissant inventé par le cerveau de l'esprit humain. Et donc, selon cette crainte, en quelque sorte, certains pays en ont tiré la conclusion que le passé, il valait mieux ne pas en parler. Parce que c'était trop abominable. Qu'en outre, les Européens avaient une responsabilité toute particulière, pour ne pas dire unique. Là, on tombe dans l'idéologie woke, dans tous les malheurs de l'humanité. Et que donc, il vaut mieux ne pas enseigner le passé pour ne pas faire peser sur les frêles épaules de nos enfants toutes les calamités de l'humanité, surtout en Europe. Et donc, on n'enseigne pas. On n'enseigne pas l'histoire au sens d'une chronologie, au sens d'une série d'événements qui ont des causes qui se manifestent d'une manière particulièrement frappante lorsqu'il y a des guerres, des crises, des révolutions, et qui ont des conséquences. Or, évidemment, si on n'enseigne pas l'histoire du XXe siècle, l'histoire des traités de paix d'après la Première Guerre mondiale et l'histoire de la conclusion de la guerre froide, comment nos enfants peuvent-ils comprendre ce qui se passe aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, ou ce qui se passe aujourd'hui, que vous allez commémorer tout à l'heure, hélas, monsieur, tant mieux pour la commémoration, mais hélas, évidemment, pour la tragédie, entre Israël et la Palestine, ou les Palestiniens. Donc, ça, voilà, si vous voulez, la difficulté commune. Combiner enseignement national, l'identité nationale et la volonté de paix, de tolérance, d'ouverture au reste du monde. Et puis alors, il y a des difficultés particulières à certains pays. Et notamment, il faut comprendre que nous, vieilles démocraties solidement enracinées, nous ne sommes pas dans la même situation que d'autres pays qui sont des démocraties plus récentes, moins solides, parfois plus fragiles, et de vieilles nations dont les États sont jeunes, et dont la démocratie est encore plus jeune, c'est-à-dire après la fin de la guerre froide, et pas toujours complètement stabilisée. Alors pour citer quelques cas, la Pologne. La Pologne, comment voulez-vous éviter que l'histoire de la Pologne, vue de Pologne, soit une martyrologie, à partir du moment où ce malheureux pays a été, au XVIIIe siècle, découpé en trois, à trois reprises, par les empires voisins. Au XIXe siècle, soumis à la dictature russe, et en partie pour la Galicie, au pouvoir autoritaire, qui était moins pénible à subir, donc de l'Autriche-Hongrie, et surtout, évidemment, qui a été au XXe siècle le champ de bataille des deux monstres, Hitler et Staline. J'ai eu un jour un échange avec le remarquable Bronislaw Geremek, héros de Solidarność, qui était franco-polonais, qui enseignait à la Sorbonne, grand historien, sur
sur l'histoire de la Pologne, et il me disait, écoute Alain, tu es bien gentil, mais quelle légitimité as-tu pour parler sur la Pologne? Nos deux pays ont commencé la dernière guerre le même jour, le 1er septembre 1939. Ils l'ont fini le même jour, le 8 mai 1945. Entre les deux, 6 millions de morts en Pologne. 6 millions de morts. 600 000 Français. Nous étions alliés. 6 millions de morts. 3 millions de juifs, 3 millions de non-juifs. Bon. Alors, ça ne légitime pas les dirigeants polonais pour raconter ce qu'ils veulent sur l'histoire de la Pologne, mais ça nous oblige à comprendre quand même, quand nous parlons à des Polonais, que... Bon. Autre exemple, la Slovaquie. Chaque pays a besoin d'enseigner son passé et aussi d'en être fier quelque part. Même si, bien sûr, il y a des pages sombres dans notre passé. La Slovaquie est née pour la première fois, lorsque la Tchécoslovaquie s'est cassée en deux, à l'initiative de Monseigneur Tiso, qui était un prélat, mais qui s'est voulu le Führer slovaque, et qui, pendant la guerre, ensuite, s'est lancé dans une compétition avec Hitler pour savoir quel est celui qui ferait disparaître la plus grande proportion des Juifs de son territoire. Bon. Sachant qu'après, il y a eu, à la fin de la guerre, une tentative de révolte contre le régime de Monseigneur Tiso qui a échoué. Et qu'en fait, les nazis ne sont partis, enfin, l'occupation nazie n'a été remplacée que par l'occupation communiste. Et que le divorce de la partie tchèque et de la partie slovaque de la Tchécoslovaquie n'a pas été décidé par le peuple, mais par les deux premiers ministres de l'époque qui se sont entendus. Bon. C'est évidemment extraordinairement difficile. Un dernier exemple, la Macédoine du Nord. Quand ce pays est devenu indépendant en 1991, tous ses voisins l'ont contesté. Ses voisins serbes contestaient son existence, ses voisins albanais contestaient sa consistance, sa composition, ses voisins grecs contestaient son nom, problème qu'ils ont réglé depuis, et ses voisins bulgares contestaient et contestent toujours l'existence même de sa langue, en considérant qu'il n'y a pas de langue macédonienne, il n'y a qu'une langue bulgare circulée, il n'y a rien à voir. Voilà, et donc j'en arrivais, c'est comme ça que quand on additionne les problèmes communs à tous nos pays et que l'on comprend que certains pays ont des difficultés plus que d'autres et ont besoin de temps, on a un panorama qui n'est pas particulièrement brillant. Je termine par les deux pires exemples. Donc je termine, je suis quelqu'un de tempérament naturellement optimiste, mais je termine sur une note très noire, plus sur Pierre Soulages que sur le bleu de Yves Klein. Mais dans les échanges, j'aurai l'occasion de remonter le moral si cela était nécessaire. Mais enfin, au Sénat, on sait faire la part des choses. L'horreur absolue. Deux exemples. La Bosnie, aujourd'hui. Quand il y a eu la guerre civile de Bosnie, vous vous en souvenez, on a été obligé de faire appel aux Américains pour mettre fin aux exactions des Serbes. Et l'Union européenne est intervenue après coup pour reconstruire tout ce qui avait été détruit, notamment les bâtiments publics, notamment les bâtiments scolaires. Et nous avons mis comme condition élémentaire au financement de cette reconstruction que désormais les enfants des trois communautés qui s'étaient fait la guerre, qui étaient d'ailleurs des communautés religieuses, ce pas des communautés ethniques différentes, ethniquement c'est les mêmes populations, mais pour des raisons historiques, des religions différentes. Les enfants des trois communautés seraient scolarisés dans les mêmes locaux. Et donc si vous allez aujourd'hui à Sarajevo, à Banja Luka, vous vérifierez qu'en effet, tous les enfants sont dans les mêmes locaux. Sauf que, au rez-de-chaussée, vous avez par exemple les petits musulmans, au premier étage les petits orthodoxes, au deuxième étage les petits catholiques. Et que chacun arrive à l'école avec dans son cartable un manuel d'histoire dans lequel on lui apprend que ses parents auraient été tués par les parents du dessus ou par les parents du dessous. Et l'autre exemple, qui va peut-être surprendre davantage et scandaliser encore plus,
c'est l'Irlande du Nord. Autant en Irlande du Sud, l'enseignement de l'histoire est remarquable et complètement apaisé, autant en Irlande du Nord, vous allez à Belfast ou à Londonderry, vous constaterez que non seulement il y a encore plus de murs et de fils de fer barbelés qu'avant l'accord qui avait mis fin à cette guerre civile qui s'appelait les troubles du Good Friday, du vendredi saint 98. Mais les petits catholiques vont toujours aux écoles catholiques, les petits protestants vont toujours à l'école protestante, et ils apprennent que leurs parents ont été tués par les parents de l'école voisine. Ce qui veut dire qu'il y a en Europe des pays ou des régions, aujourd'hui, en 2024, où l'enseignement de l'histoire sert à entretenir à feu doux les haines nationales qui ne demanderont le moment venu, enfin c'est la crainte, qu'à repartir à feu vif. Le rôle que jouait l'enseignement d'histoire, même chez nous en 1939. Et donc, alors que nous avons réalisé en Europe de l'Ouest, au sein de l'Union européenne, et en partie, en grande partie à mon sens, grâce à la construction européenne, cette paix miraculeuse entre nos pays, cette réconciliation entre nos peuples, si, et c'est ce que j'évoquais, ce que vous évoquiez dans votre introduction, Monsieur le Président, si nous n'y prenons pas garde, nous risquons de voir nous succéder une génération faite de nationalistes, d'amnésiques et d'ailleurs au passage d'ignorants complets de ce qu'a été la construction européenne. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à ceux qui l'ont souhaité, en commençant Solidarité basque oblige par Max Brisson. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, cher Alain. Oui, d'abord, il y a des raisons très basques et béarnaises pour lesquelles j'ai le plaisir et je suis particulièrement heureux de pouvoir interroger le président du comité de direction de l'Observatoire de l'enseignement de l'histoire en Europe. Cette audition en bureau il y a une bonne année, c'est Pierre Ouzoulias et moi-même qui l'avions souhaité, et je ne le regrette pas, et une longue interview dans le journal Sud-Ouest m'a fait réactiver la demande que Pierre Ouzoulias et moi-même avions formulée lors d'une réunion de bureau. On vient de prendre conscience combien la construction des programmes d'histoire est complexe, et l'ancien inspecteur général que je suis et qui a mis la main à la pâte dans la fabrique de certains programmes se rend bien compte que lorsqu'on confond histoire et mémoire, lorsque la concurrence des mémoires vient télescoper la fabrique des programmes d'histoire, lorsque les querelles universitaires viennent, qui sont d'ailleurs très légitimes, viennent interférer la construction des programmes d'histoire, c'est certainement un des exercices les plus complexes parce que cela touche beaucoup aux politiques. Alors, je voudrais d'abord, bien sûr, remercier Alain Lamassoure pour sa présentation, le remercier pour le premier rapport qui a été produit par l'OHTE qu'il préside. Quant à sa passion pour l'Europe, je crois qu'elle est connue par chacune et chacun d'entre nous. Moi, ce qui me paraît le plus fondamental dans le rapport, c'est que 75 ans après les premières étapes de la construction européenne, la connaissance de l'histoire commune, de l'histoire en partage et sa place dans les programmes est extrêmement faible. Je pense que c'est quand même la perspective européenne est largement absente de la plupart des programmes. Et c'est peut-être déjà une première interrogation. Nos histoires ont été construites dans des temps où les nationalismes caractérisaient l'Europe. Cela étant dit, cher Alain, la connaissance de notre histoire commune est une nécessité, les retards sont considérables, mais je crois aussi que la connaissance de nos histoires respectives est aussi une profonde nécessité et qu'elle ne conduit pas obligatoirement au dérapage nationaliste. Et je pense en particulier que les hussards noirs de la République,
lorsqu'ils portaient le roman national, ils étaient très loin de l'état de la connaissance scientifique de l'époque, et encore plus loin de l'état de la connaissance scientifique d'aujourd'hui. Mais après tout, ils ont porté un idéal républicain que nous avons aujourd'hui tous en partage. Et que donc, là, il faut trouver le bon équilibre entre la connaissance de l'histoire de chaque pays et la connaissance de ce que nous avons en commun et en partage qui fait notre appartenance européenne, à côté de notre appartenance magarde ou française. Et je pense que c'est cet équilibre-là qui aujourd'hui, et le rapport le montre beaucoup, n'est pas au rendez-vous. 75 ans après la création du Conseil de l'Europe. Moi, j'ai été marqué dans ce rapport sur plusieurs points. D'abord, il y a des éléments qui nous sont très communs, alors que l'on pouvait croire qu'il y avait une spécificité française dans l'enseignement de l'histoire. J'ai pu croire pendant longtemps que l'objet politique qui était l'enseignement de l'histoire était une spécificité française. Finalement, le rapport démontre que ce n'est pas le cas, que notre histoire portée par les hussards noirs de la République, on peut la retrouver sous d'autres formes dans la plupart des pays d'Europe. On peut aussi d'ailleurs constater que l'enseignement de l'histoire, qui court après la recherche historique, et c'est sa véritable difficulté, celle de la définition d'une histoire enseignée que notre pays n'est plus capable aujourd'hui de fournir, alors qu'il le fut dans le passé. Donc on constate bien aujourd'hui que l'enseignement de l'histoire dans tous les pays d'Europe est aussi marqué par des flux de convergence, que cette histoire est en mutation permanente, et que cette mutation permanente, on la retrouve dans tous les pays. Cette histoire aujourd'hui est très liée à l'élargissement des champs de la connaissance historique, de la recherche historique, dans les champs couverts par l'histoire, et par les courants dominants, excusez-moi de le dire aussi, par les lunettes avec lesquelles on regarde l'histoire d'aujourd'hui. Finalement, rien n'a bien changé. Nos lunettes ont changé. Elles sont plus wokistes, tu le disais peut-être. En tous les cas, elles mettent une place plus grande sur l'histoire des minorités ou l'histoire du genre qu'on pouvait le faire dans le passé. Mais c'est nos lunettes d'aujourd'hui, ayant la modestie de penser que les lunettes de demain seront différentes dans l'approche de l'histoire. Je voudrais donc, cher Alain, poser d'abord 2-3 premières questions. Parce que jusqu'alors, c'était quelques remarques. Exceptionnellement, et parce que j'ai des convergences aquitaines, basques et béarnaises, je vais m'autoriser à dépasser le temps que nous avons convenu de nous fixer entre nous. Mais je promets... Rassurez-vous, il est déjà dépassé depuis 1 minute. Que j'ai dit l'essentiel. Voilà. Moi, je voudrais savoir, cette vie, comment expliquer, d'abord, cette absence de perspective européenne 75 ans après? Je crois que c'est le premier point, la première question. Pourquoi l'Europe n'occupe-t-elle pas une meilleure place dans la fabrique des programmes, au moins dans les pays fondateurs, dans les pays qui ont déjà 75 ans d'histoire commune et partagée? N'est-ce pas, sans être sévère, n'est-ce pas la fin d'une illusion que portaient les pères fondateurs de l'Europe? Celle d'une grande histoire commune, vectrice d'un destin commun. Le deuxième sujet que je voudrais noter je vais très vite, Président. En France aujourd'hui, revenons à un débat plus franco-français, il y a une attente de la société, fortement exprimée dans le débat public, pour davantage d'histoire nationale. Là, les résultats, alors, tu disais qu'il n'y a aucune évaluation, et c'est vrai, on peut le regretter. Mais enfin, les inspections successives montrent bien quand même aussi qu'il y a un certain nombre de repères et de socles communs qui étaient une évidence en matière d'histoire nationale il y a 30 ou 40 ans et qui ne le sont plus aujourd'hui. Et que ça interroge la nation, et c'est bien normal, de savoir des faits qu'un certain nombre de repères ne sont plus au rendez-vous des connaissances minimales que pouvaient avoir des collégiens français il y a 40 ou 50 ans. Donc comment peut-on conjuguer le retour attendu à une histoire plus nationale avec la perspective européenne qui est nécessaire et avec une histoire qui reste universelle? Le sujet n'est pas simple, et ce sera donc ma dernière question. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur Lamassoure. Nous sommes ravis de vous accueillir en tant que président de l'Observatoire de l'enseignement de l'histoire en Europe.
d'autant plus ravi que nous partageons avec vous le fait que l'enseignement critique de l'histoire doit être préservé et promu, justement, face à la montée du nationalisme, du révisionnisme, et à la diffusion croissante des contre-vérités et des manipulations historiques que vous avez vous-même mentionnées dans votre propos liminaire. Mais aussi parce que nous croyons en la valeur émancipatrice, justement, de l'enseignement de l'histoire. Je reprendrai d'ailleurs une phrase de Jean Jaurès lors de son discours à la jeunesse. Lui-même disait « L'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l'invincible espoir. » Et c'est sous ce prisme-là qu'on a lu justement avec attention le rapport général de l'EHTE sur l'état justement de l'enseignement de l'histoire en Europe, état des lieux qui est présenté est très intéressant. À ce titre, vous y insistez particulièrement sur la prise en compte des perspectives multiples. A-t-on justement aujourd'hui des données sur la diffusion du manuel d'histoire, c'est très concret, franco-allemand, depuis sa publication par Nathan en 2006 et sur son usage en France et en Allemagne aujourd'hui? Par ailleurs, est-ce que votre observatoire a aussi vocation à lancer un travail du même type pour forger une histoire et une historiographie de l'Europe qui puisse être partagée à travers le continent pour sensibiliser notre jeunesse au regard des autres sur ce passé commun et pour lutter justement contre les révisionnismes? Votre travail y montre aussi que nos enseignants s'inscrivent dans une pratique justement critique et réfléchie de l'histoire, notamment dans l'évaluation par des exercices argumentés comme la dissertation plutôt que des QCM qui sont pratiqués par d'autres pays. Votre travail est donc précieux pour défendre l'ambition et les exigences de nos enseignants face aux critiques faciles qui leur sont parfois adressées ici ou ailleurs. Votre rapport, il a aussi, nous trouvons, le mérite de rappeler les difficultés, justement, auxquelles sont confrontés nos enseignants. La surcharge des programmes est au centre de leurs préoccupations. 68% des enseignants français trouvent que le programme d'histoire n'est pas faisable. C'est le plus fort taux, derrière Andorre. Les conséquences de cette surcharge, c'est le manque de temps pour la formation continue, vous l'avez évoqué également, et notamment pour des formations aux méthodes actives d'apprentissage, aux pédagogies collaboratives, et vous l'avez dit également, à l'usage des nouvelles technologies et de ressources pédagogiques innovantes. Pire, les enseignants français sont ceux qui considèrent le plus que leur offre de formation s'est dégradée. En histoire comme dans d'autres matières, la formation des enseignants, et nous le disons assez régulièrement dans cette commission, est le talon d'Achille de l'éducation nationale et doit être une priorité. Enfin, on voit que les manuels scolaires sont la ressource pédagogique la plus souvent utilisée par les enseignants. Tout particulièrement en France, où les enseignants sont ceux qui utilisent le moins leurs propres notes. Cela doit en tout cas nous alerter, à l'heure où justement la ministre de l'Éducation nationale, suivant les pas de son prédécesseur, s'apprête à publier un décret qui instaure la labellisation des manuels scolaires. Vous qui êtes soucieux de lutter contre toute histoire officielle, est-ce que ce projet de label, attestant la conformité des manuels scolaires au programme d'enseignement et sa qualité pédagogique et didactique, délivré par un conseil nommé par le ministre, vous inquiète autant qu'il nous inquiète? Docteur Pierre Ouzoulias. Merci. Merci, monsieur le Président. Je soigne rien, monsieur le ministre, je suis désolé. Merci beaucoup pour votre intervention. Je pense, comme vous, je crois qu'à une époque où on explique qu'il n'y a plus de grande idéologie, de grandes théories, le récit national en est une qui s'affirme avec beaucoup de force. Et je rappelle avec vous que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a été préparée par une forme de révisionnisme historique que Poutine a dirigé personnellement. 3-4 ans. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait.
C'est ça. Que l'Ukraine en tant que pays, mais que l'identité ukrainienne en tant que langue, en tant que nation n'existe pas. Ah. Et tout ça a été fait 3-4 ans juste avant l'invasion. Donc on sent qu'il y a une réflexion idéologique et que le Rassemblement national en fait partie. Alors j'observe aussi, nous sommes très proches du 21 février et de la pantonisation de Manouchian. Je travaille beaucoup dans les écoles. On voit bien que par le biais des manuels scolaires, il y a peu d'élèves qui ne connaissent pas Manouchian et l'affiche rouge. Et je suis très surpris, vraiment très surpris, de voir le retentissement de cet événement dans la jeunesse, parce que ça parle sans doute à des choses extrêmement profondes sur qu'est-ce qu'être français, qu'est-ce que finalement conduire sa vie jusqu'au sacrifice suprême. Tout ça, c'est des choses qui questionnent des jeunes dont on dit qu'ils sont totalement individualistes et qui s'attachent surtout à leur confort personnel. C'est pas ce que je vois. C'est pas ce que je vois. Et là, je pense que l'histoire joue un rôle tout à fait exceptionnel. Alors ensuite, je vais vous parler en tant qu'historien de l'Antiquité et archéologue. Je lis beaucoup les manuels scolaires et je suis affligé de la distance qu'il y a entre l'actualité de la recherche académique et ce que les manuels d'histoire en retiennent. Sur l'histoire de la Gaule, il y a 30 ans de retard. C'est-à-dire que les archéologues ont changé totalement la vision que nous avons de la Gaule et on attend que les manuels d'histoire prennent en compte ce changement. Alors, on n'en est pas tout à fait à nos ancêtres les Gaulois qui vivaient avec des sangliers dans des huttes, mais c'est quand même pas très loin. C'est quand même pas très loin. Voilà. Et là, il y a une espèce de lapsus dont je ne m'explique pas la perpétuation. On n'y arrive pas. Moi, j'ai essayé et on n'y arrive pas. Et pour reprendre le propos de Max Brisson, avec lequel je suis tout à fait en accord, sur l'histoire de l'Antiquité, on voit que la religion devient quasiment la clé essentielle de compréhension. Et que pour l'Antiquité, il s'agit presque d'une histoire de la religion, de la naissance du christianisme, etc. Et tous les problèmes économiques, qui étaient jadis relativement fondamentaux, ne sont plus expliqués, avec des a priori religieux qui peuvent être extrêmement difficiles à comprendre pour les enfants. Je prends juste un exemple. Dans tous les manuels scolaires que j'ai lus, manuels de 3e, on ne dit jamais que le Christ est juif. Paul, oui, bien sûr, parce que sinon on ne comprend pas le chemin de Damas, mais le Christ, non. Et sur l'apport de la culture juive à ce qu'a été l'identité française, même chose. Même chose, c'est-à-dire que la culture juive est vue entre deux choses absolument terribles, la Shoah d'une part, et deuxièmement le christianisme. Et entre les deux, on oublie complètement que la culture juive est constitutive de la culture française, parce qu'il y a eu des très grands penseurs de la Torah à l'époque médiévale, et tout ça est passé sous silence. Donc tout ça m'interroge sur la façon dont l'histoire est récupérée, et de façon plus large, puisque vous avez parlé de l'Europe. Je pense que ce qui serait tout à fait important, et qui serait vraiment une avancée fondamentale, c'est qu'on puisse s'entendre sur une liberté académique qui protégerait partout en Europe les libertés pédagogiques des enseignants d'enseigner comme ils le souhaitent. Moi, je suis partisan d'une citoyenneté européenne qui garantirait des droits, et la liberté académique pourrait être l'un de ces droits. Je pense que c'est important aujourd'hui d'apporter aux historiens polonais et autres un droit qu'ils n'ont pas. Merci, Monsieur le Président. Annick Billon. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour vos propos et vos explications sur ce rapport de l'OHTE dont vous nous avez fait part. Peut-être partir du constat par rapport au niveau des élèves français en histoire. En gros, selon un sondage récent, 35% des jeunes ne datent pas le début de la Révolution française, et 18% des 18-24 ans n'ont jamais entendu parler de la Shoah. Je pense que cette situation en termes de culture historique, elle est multifactorielle.
multifactoriel. On constate également que le gouvernement a drastiquement diminué le nombre d'heures d'enseignement histoire, géographie, et notamment dans les lycées professionnels, ça a été divisé par 2. Donc, moi, ce qui m'interpelle dans votre rapport, c'est qu'on a assez peu, on s'est assez peu renseigné par rapport à l'outil numérique. Je pense que l'outil numérique participe amplement au déficit de culture historique et géographique, et peut-être qu'on n'a pas mesuré l'impact qu'avait l'outil numérique sur les générations actuelles. Alors si on regarde les différents moyens d'action, et puisque c'est forcément que ce niveau en histoire qui diminue, c'est multifactoriel, on peut se dire qu'il y a 3 principaux, à la lecture de vos travaux, 3 principaux outils. C'est à la fois le contenu, les manuels et les programmes. Donc ma question, c'est comment élaborer des manuels et des programmes qui soient totalement indépendants de vision politique ou de vision parti pris. La deuxième chose, c'est la méthodologie. On a bien vu que la méthodologie sur l'enseignement de l'histoire avait évolué, c'est-à-dire qu'à un moment, on a voulu que ce soit un enseignement chronologique, qu'il y ait une transversalité, que l'histoire soit enseignée dans plusieurs matières, et puis de faire de liens systématiques entre les matières. Et sur la formation, vous le dites, un certain nombre d'enseignants qui enseignent l'histoire, finalement, ont un degré de formation très différent. Donc, comment, sur ces 3 leviers, contenu, méthodologie, formation, réussir à inverser la tendance de la diminution de la culture d'histoire en France? Je vous remercie. Mathilde Olivier. Merci, Monsieur le Président, merci pour cette présentation. Moi, je revenir aussi sur le volet numérique. Vous avez parlé des ressources numériques et des défis aujourd'hui dans l'enseignement de l'histoire à l'heure des réseaux sociaux. Il y a toute la question aussi de comment le numérique, les fake news impactent nos sociétés dans l'enseignement de l'histoire, mais aussi dans la perception de l'histoire par les jeunes générations. Il y a beaucoup de professeurs d'histoire autoproclamés sur les réseaux sociaux qui proposent une histoire parallèle. Et donc comment, dans l'éducation des enfants, des élèves aujourd'hui, on leur donne les clés pour avoir une analyse critique de la manière de penser, de la manière d'analyser notre histoire, pour avoir ensuite les clés d'analyse lorsqu'ils se retrouvent face à ces vidéos, à ces fake news sur les réseaux sociaux. Et ça fait d'ailleurs le lien avec ce que disait mon collègue sur la Russie et l'Ukraine et tout ce discours, parce que c'est un enjeu majeur aussi de la construction des idéologies aujourd'hui en Europe, que de ce rapport à l'histoire. Donc voilà. Après, une petite question sur l'observatoire en lui-même. Vous disiez que vous aviez un objectif d'avoir un petit peu plus d'États membres que ce que vous avez aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez revenir sur les raisons et puis les leviers que vous voyez aujourd'hui pour faire adhérer plus de pays à cet observatoire? Je note que certains grands pays de l'Union ne l'ont pas rejoint, l'Allemagne, notamment l'Italie, me semble non plus. Bon voilà, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments là-dessus? Et je m'arrête là. Et avant de vous donner la parole, moi, je vais rajouter une question aussi. Vous avez parlé de l'enseignement au niveau scolaire. Est-ce qu'au niveau universitaire, il y a des travaux de recherche qui, là aussi, dépassent les pays? Est-ce que la recherche universitaire est très limitée à chaque fois géographiquement au niveau des pays, ou est-ce qu'il y a des programmes communs de recherche? Est-ce que la recherche est aussi un lieu de confrontation et de partage? Ah, pardon, Béatrice Cosselin aussi. Merci. Alors ça va être une toute petite intervention parce que je fais un constat, moi, dans l'enseignement primaire, où on demande de voir l'enseignement de façon diversifiée sur différents angles sociétaux, économiques, etc. Et on constate, enfin c'est un constat, c'est pas que finalement les enfants n'ont plus aucune idée de la chronologie des faits historiques. Et c'est un réel problème on enseigne ça depuis une quinzaine d'années maintenant. Et franchement, c'était désastreux sur la réalité, sur les connaissances historiques de nos enfants. À quelle heure l'hommage?
très rapidement. Merci, Président, pour votre présentation avec énormément de nuances. Moi, c'est cela qui m'a beaucoup parlé lorsque l'on a pris connaissance de votre rapport et des discussions qu'on a pu avoir avec notre collègue. Je ne suis pas béarnais, je ne suis pas des Pyrénées non plus, mais je considère qu'à l'échelle de notre pays, nous avons un passé en commun. Vous l'avez évoqué dans cette très belle formule, le passé, ce futur, ce présent, cette capacité à comprendre notre passé pour se projeter dans le futur. Moi, ce que je constate dans vos propos, c'est ce soutien que vous apportez peut-être aux enseignants dans leur enseignement de l'histoire qui aujourd'hui, à mon sens, ne sont pas assez soutenus de ce point de vue-là. Moi-même, j'ai des enfants qui sont assez jeunes, ils sont en primaire et au collège. Et moi, j'applaudis dès demain le travail qui est fait par le corps enseignant. On en discutait avec ma collègue, effectivement, sur cette compréhension de l'histoire, dans la mesure où ces enseignants sont dans les difficultés qu'on connaît par rapport à l'éducation nationale, mais ont à cœur de faire connaître l'histoire de notre pays. Mais moi, je le sens plus particulièrement quand j'échange avec le personnel enseignant dans le cadre de mes relations parents-professeurs, cette volonté aussi d'ouvrir une réflexion non seulement concentrée sur l'histoire de notre pays, mais sur son environnement, cette évolution aussi dans un monde globalisé, où, comme vous l'avez évoqué, Président, on ne peut plus seulement se concentrer sur un récit national, articulé autour d'une vision d'un enseignement construit au 19e et au début du 20e siècle. Pardon, Max ? Il n'existe plus l'histoire du récit national. Tout à fait, mais laissez poser la question. Je me permets, cher Max, d'exprimer ma vision du sujet. Ça fait 40 ans, mais on le retrouve parfois. Et de s'ouvrir aussi sur des orientations internationales et de réfléchir par rapport à ce que vous évoquez sur l'Union européenne, sur l'Europe, cette histoire de l'Europe, pour ne pas construire les conflits de demain. Mes questions, moi, elles posaient plus particulièrement, et je me permets de revenir sur cette construction. En tout cas, moi, ça a été autour de mon éducation, la question du roman national dans mes études, etc., quelque chose qui a été extrêmement important. Moi, ma question, elle porte sur l'enseignement de l'histoire, qui a une approche plus rigoureuse. Elle se pratique comment, aujourd'hui, de votre point de vue, à l'université? Et quelles sont les approches en Europe qui sont, je n'ai pas envie de dire, on va distribuer les bons points, mais les bons élèves, ceux qui, de votre point de vue, se penchent sur cette question et essaient d'élargir un petit peu le cadre de la réflexion, ce travail peut-être historiographique entre pays. Et voilà, je reviens sur le travail des professeurs d'histoire-géographie. Est-ce que nous avons les moyens aujourd'hui? Vous avez parlé dans votre rapport de l'éducation morale et civique. Est-ce que nous avons les moyens, nous donnons les moyens aujourd'hui à nos enseignants d'élargir par rapport à des volumes horaires, d'élargir et de renforcer leur enseignement de l'histoire-géographie à destination de nos enfants? Je vous remercie. J'ai envie de parler de récit national, je parle de récit national. C'est ce que je veux. On l'a pas coupé. On est sérieux, Président. Moi, j'ai été député. On ne va pas autant au fond des sujets. Voilà. J'en suis parfaitement conscient. Et d'autant que ce rapport, pour l'instant, n'est disponible qu'en langue anglaise. Exactement. Mais d'ici un mois, il devrait normalement être disponible. C'est un problème. En papier, sur support papier, et sur support, et en langue anglaise. Alors, je ne vais pas répondre à chacun individuellement parce qu'il y a beaucoup de questions qui se recoupent, mais je vais essayer quand même de répondre à l'ensemble des préoccupations. En commençant, si vous le permettez par vous, Monsieur le Président, effectivement, plusieurs sénateurs et vous-même ont relevé cette différence, ce gouffre qui existe entre les travaux universitaires et ce qui se passe à l'école. Et une des choses qui m'a énormément surpris, lorsque j'ai commencé à réfléchir au problème, j'ai rencontré un assez grand nombre de grands noms parmi les historiens français, les chercheurs, ceux qui publient, ceux qui sont connus internationalement. Et quand je leur ai présenté les premières conclusions, pré-conclusions de nos travaux, ils étaient totalement ahuris, parce que je me suis rendu compte que même les meilleurs spécialistes français de d'autres pays européens, qui connaissent à fond l'histoire des autres pays européens, qui sont en contact permanent avec leurs homologues du monde entier, notamment des pays qu'ils étudient, ne s'intéressent absolument pas à ce qui se passe dans les salles de classe de ces pays. Et donc, quand je montre le panorama global en disant, vous savez, on est entre le nationalisme et l'amnésie, affolement.
Alors, il y a un autre phénomène, mais là, sur cet autre phénomène, je vais donner une interprétation tout à fait personnelle qui n'est pas du tout celle d'un historien. Moi, je suis j'étais un politique, j'ai besoin de l'histoire pour faire de la politique, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire pour conforter la réconciliation entre nos peuples. Pour le reste, donc, la préoccupation au fond derrière l'Observatoire, c'est la qualité de l'enseignement, de la pédagogie, etc. Mais c'est aussi s'assurer que, conformément aux recommandations adoptées, qui sont remarquablement rédigées par le Conseil de l'Europe, parfois d'ailleurs par l'Union européenne, par l'UNESCO, etc., l'histoire est enseignée à partir de faits prouvés, documentés, vérifiés. Deuxièmement, l'histoire est enseignée dans une perspective de la multiperspectivité, c'est-à-dire en écoutant le récit de l'autre et avec la volonté de réconcilier les autres. De réconcilier les uns et les autres. Et puisque c'est une compétence nationale, et ça le restera pendant longtemps, s'assurer que ces récits nationaux différents laissent émerger alors quel est le bon mot? Une civilisation, une culture, une communauté d'esprit européenne. C'est ça quelle est la préoccupation. Or, au niveau universitaire, au moins dans le cas de la France, l'impression que j'ai comme consommateur d'histoire, pas comme historien, c'est qu'en fait, il y a deux écoles qui rivalisent, et rivalisent en qualité, ce qui est excellent, mais qui du coup appauvrissent les autres approches. Il y a, je simplifie abominablement, les historiens vont me taper dessus, mais il y a l'école mondialiste, Boucheron, donc, histoire mondiale de la France. Bon. Et puis, il y a l'histoire Pierre Nora, nationalo-centrée, alors absolument pas nationaliste, hein, on ne peut pas accuser Pierre Nora d'être nationaliste, mais qui pousse à s'intéresser à ce que ont été les origines historiques, culturelles de la nation française, de la République française, de l'État français, les monuments, les grands ouvrages, les traités de paix, etc., y compris la régionalisation. Et entre les deux, il n'y a pas l'Europe. Et alors, j'invite Max à faire comme moi. Alors évidemment, il faut attendre. Tous les mois de décembre, quand je fais le Père Noël, je vais à la plus grande librairie de chez nous, qui est la FNAC. Et j'aime, mais vous pouvez le faire pas loin d'ici, à la librairie des sciences politiques, rue Saint-Guillaume. J'ai fait le même exercice devant le directeur de Sciences Po il y a 1 ou 2 mois. Je lui ai dit, mais écoutez, venez, vous ne croyez pas, venez. Regardez ce qu'il y a en vitrine. Pas un titre sur l'histoire de l'Europe. Pas un titre sur la construction européenne. À la FNAC de Bayonne, tous les ans, en décembre, rayon histoire, je compte le nombre de livres sur les principaux sujets. Chaque année, il y a un sujet à la mode. Alors, ça a été, quand il y a eu le centenaire l'anniversaire de la paix en Algérie, ça a été évidemment l'année dernière, l'Algérie, l'histoire de l'Algérie, l'histoire de la colonisation, une dizaine de titres. L'année d'avant, c'était le centenaire ou le bicentenaire de la mort de Napoléon, 2021, donc une douzaine de titres de Napoléon. Tous les ans, plus de 50 titres nouveaux sur la Deuxième Guerre mondiale. 50 titres sur la Deuxième Guerre mondiale, 80 ans après. Et là-dedans, plus de la moitié des titres sur la Shoah. 80 ans après. Bon, tant mieux. Sur l'Union européenne, rien. Biographie d'un grand Européen, rien. Zéro. Pas un seul titre. Et pourquoi il n'y a pas de titre? Ça n'intéresse pas les éditeurs. Et il n'y a pas de travaux de recherche là-dessus. Je reviens sur Sciences Po Paris, qui est quand même un des grands centres d'enseignement de l'histoire contemporaine.
Eh ben, ce n'est que cette année que l'histoire de la construction européenne redevient une matière obligatoire à Sciences Po. Ce qu'elle était quand j'ai fait Sciences Po, ça remonte à quelque temps. Et donc, il n'y a pas d'intérêt aujourd'hui de la recherche en France, et là c'est la même chose ailleurs, sur l'histoire de l'Europe et de la construction européenne. Je donne un seul exemple, en faisant écho à ce que disait tout à l'heure Monsieur Ouzoulias. Le grand historien américain Timothy Snyder, qui vient de faire paraître, enfin la version française de son dernier ouvrage, La route de l'esclavage vient de paraître, c'est un régal, et en même temps quelque chose de très inquiétant. Timothy Snyder remarque que les Européens, s'enfermant dans des histoires vues d'un point de vue national, ne prennent pas conscience du fait qu'il y a eu des phénomènes européens avant même la construction européenne. Et que, par exemple, les révolutions de 1848, c'est la première manifestation d'une opinion publique européenne et d'une aspiration européenne à la liberté, à l'égalité et aussi, d'ailleurs, à la constitution de nations. Mais quand on regarde les manuels de chacun de nos pays, la France ne parle que de la révolution de 1848, et les autres pays font rigoureusement de même. Chose plus surprenante, en tout cas qui, moi, m'a surpris. Timothy Snyder, encore une fois, historien américain, considéré comme un des meilleurs aujourd'hui, dit « Les Européens ne sont pas conscients du fait que le plus ancien des peuples européens qui survit encore aujourd'hui, alors c'est pas les Gaulois, effectivement, qui ont disparu, c'est le peuple juif. Le peuple européen le plus ancien, qui est toujours là, malgré les efforts d'Hitler et d'autres, c'est le peuple juif. Et comme il n'y a pas d'histoire de l'Europe, on n'enseigne pas l'histoire du peuple juif. Voilà. Donc, il y a ce problème que l'on rencontre partout de la manière de faire prendre en compte par l'enseignement secondaire et primaire. Et je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit sur l'importance de l'école primaire pour l'enseignement de l'histoire. En fait, c'est en CM2 qu'il faut apprendre les bases de l'histoire. Et les personnes, et les personnalités. Parce que ça, on s'en souvient sentimentalement toute sa vie. Le reste, on l'apprend intellectuellement. Mais, alors là, on tombe autant de pays, autant de situations. Il y a des pays dans lesquels, notamment l'Allemagne, et je ne sais pas pourquoi l'Estonie, où on n'apprend pas l'histoire en primaire. Ça ne commence qu'en seconde. Et il y a au moins un pays où on apprend l'histoire qu'en primaire. Ce qui n'est pas idéal non plus, qui est l'Irlande du Sud, pour des raisons liées à l'histoire de l'indépendance d'Irlande. Enfin, j'ai pas le temps d'élaborer là-dessus. Mais voilà, donc ça, il y a nettement la nécessité de mieux veiller à ce qu'il y ait une courroie de transmission entre les apports de la recherche, et y compris, ça peut paraître paradoxal aux non-initiés, sur les temps les plus anciens, il y a des progrès réguliers qui ne sont pas pris en compte par l'enseignement. Alors, comment s'assurer que cette dimension plurinationale, notamment européenne, soit mieux prise en compte? J'ai longtemps cru qu'une bonne approche serait de mettre des Européens de tous les pays autour de la table pour qu'ils se mettent d'accord sur un récit commun. J'avais même constitué un groupe, quand j'étais ministre des Affaires européennes, un groupe d'étudiants, d'universitaires prestigieux de tous les pays de l'époque pour essayer de faire un texte commun. Je me suis rendu compte que c'est une erreur absolue. Parce que si on élabore une histoire de l'Europe par un comité d'historiens, mis à part les auteurs de cette histoire, tout le monde sera contre. Les autres historiens seront furieux, bien entendu, et puis des opinions publiques.
Ça va être, ah ben oui, l'histoire sainte de l'Europe. Saint Jean Monnet ou Saint Robert Schuman, qui d'ailleurs va peut-être finir par être béatifié. Mais non, c'est pas ça du tout. Ce qu'il faut, et alors là on tombe sur le problème relevé par plusieurs d'entre vous, le fait que les programmes d'histoire sont déjà surchargés, alors s'il faut élargir à l'histoire des pays voisins, là la recommandation que je fais, alors il y a eu l'approche, ça a été cité par l'un de vous, du manuel franco-allemand. Le manuel franco-allemand, alors qui est une histoire commune, histoire contemporaine des 2 derniers siècles, 19e, 20e, avec un texte identique, des illustrations identiques, des commentaires identiques à la langue près, c'est-à-dire c'est traduit mais rigoureusement de la même manière. C'est très intéressant, sauf que, ça a été un très petit succès de librairie. Pourquoi? Parce que les professeurs sont libres de choisir leur manuel. Et les professeurs ne l'ont pas choisi. Sauf dans les écoles qui... les lycées qui délivrent la BIBAC, à la fois l'Abitur et le baccalauréat français, qui sont des écoles bilingues, ou dans les écoles européennes. Et puis, deuxième raison, ce manuel, il n'a jamais été mis à jour. Or, en Allemagne, l'éducation, le contenu des programmes, le statut des manuels, etc., sont de compétence des régions, des Länder. La fédération, le Bund, a l'interdiction, il y a le mot verboten dans la constitution allemande, dans la Grundgesetz, de s'occuper d'éducation. Et bon, alors en France, les ministres de l'éducation ont tendance à changer assez fréquemment, et ils changent les programmes. Et donc, et puis les Länder, les programmes ne sont pas les mêmes, sont les Länder. Donc du coup, ce manuel a été peu choisi, mais le simple fait qu'il ait existé, et que quelques-uns des meilleurs enseignants français et allemands, pendant 2 ans, se soient mis ensemble pour se mettre d'accord sur la manière de raconter le passé, c'est un formidable exemple de réconciliation des mémoires. Max évoquait à juste titre la différence entre l'histoire et la mémoire, qui est un point fondamental. Et donc, plutôt que d'essayer d'avoir une histoire commune à tous les pays européens ou un certain nombre de pays, ma recommandation, c'est, à travers la multiperspectivité, le croisement des regards, prendre quelques exemples. Par exemple, le 11 novembre 1918, comment cela a-t-il été vécu en France et dans les principaux pays concernés? Je prends cet exemple parce que ça m'a surpris, le sujet qui a été le plus difficile à traiter pour les auteurs du manuel franco-allemand. C'est très curieux. Pourquoi? Parce qu'en France, pour nous, on en garde le souvenir de la victoire. Mine de rien, la dernière victoire de l'armée française. Ça remonte. Victoire acquise à un prix humain considérable, mais enfin, grande victoire. En Allemagne, au contraire, c'est le souvenir de ce qu'ils ont appelé le coup de poignard dans le dos. C'est-à-dire, en Allemagne est née à ce moment-là la légende selon laquelle c'est le pouvoir politique qui était en déliquescence à Berlin, qui avait supplié les alliés de l'armistice, alors que l'armée allemande avait quand même encore 1 million de soldats sur le sol français et qu'il n'y avait pas encore une seule paire de bottes françaises sur le sol allemand. Et donc, côté allemand, il voit dans le 11 novembre, et sa mauvaise interprétation, le début d'un processus abominable qui a conduit après la République de Weimar à Hitler. Alors, plutôt que d'essayer de se mettre d'accord sur un récit commun, il faut écouter le récit de l'autre. Oui, en France, voilà comment ça a été vécu. En Allemagne, voilà quelles ont été les conséquences. Et aller au-delà, en Pologne. La Pologne, dans un premier temps, avait fait du 11 novembre la fête nationale. Parce que c'est à ce moment-là que la Pologne a reconquis son indépendance qu'elle avait perdue depuis plus d'un siècle. En Hongrie, ça a débouché sur la catastrophe du traité de Trianon. Perte de 2 tiers du territoire et de 2 tiers de la population. Donc c'est un jour de deuil. Par contre, en Roumanie, pour la raison inverse, c'est aussi une fête nationale. Et en Espagne, ils ne l'enseignent pas, puisque l'Espagne n'a pas participé à la Première Guerre mondiale.
Donc voilà. Donc il faut comprendre ça et croiser les regards. Alors, Madame Olivier suggère que on doit à l'école apprendre aux enfants à lire les réseaux sociaux et à faire la part des choses. Alors là, c'est très intéressant parce que c'est l'approche allemande de l'enseignement de l'histoire. Et la différence d'origine, depuis ça s'est beaucoup rapproché, entre l'approche française et l'approche allemande est la suivante. En France, on enseignait l'histoire pour enseigner des connaissances. Et donc voilà ce qui s'est passé dans le passé. Et donc autant que possible chronologiquement. Bon, là-dessus, il y a eu des hauts et des bas, mais enfin bon. En Allemagne, on enseignait l'histoire pour enseigner des compétences. Parce que comme l'Allemagne, après 1945, l'Allemagne de l'Ouest, avait honte de son passé du 19e, aussi du passé du 20e, mais aussi du 19e, parce que, bon, enfin, c'est quand même un passé très nationaliste, et quand on remonte à la Prusse de Frédéric II, c'était pas idéal non plus. Donc, ils ont voulu former des citoyens qui soient capables de résister à la propagande officielle. Et donc, ils apprennent un peu la formation des historiens. Ils forment des petits historiens. Vérifier l'origine des sources, les croiser, les compléter, interpréter les documents, voilà. Et donc, c'est ça qu'il faut faire. Et alors, ce qu'il faut maintenant, idéalement, c'est l'appliquer, effectivement, à ces sources d'informations extraordinairement nombreuses et trop souvent empoisonnées, que sont les réseaux sociaux. C'est le conseil que je donne. Le nombre des membres, donc, jusqu'à présent, a été limité à 17. Alors, nous avons été victimes au départ, pour en avoir davantage, de la pandémie, des conséquences de la pandémie. Et puis, s'est produit aussi un problème, c'était, nous étions en 2019-2020. Donc, avant la guerre de 2022, mais après 2014. L'annexion de la Crimée par la Russie. Et donc, il s'est produit un phénomène assez curieux, très intéressant, c'est que la présence de la Russie, qui a voulu être parmi les pays fondateurs, et naturellement qu'on n'a pas exclu a priori, alors on les a exclus depuis 2022, a dissuadé les pays voisins de la Russie de joindre l'Observatoire, parce qu'ils se sont dit, s'il y a les Russes, c'est biaisé d'emblée. Par contre, la présence de la Turquie, qui a voulu faire partie des pays fondateurs, a encouragé les pays voisins à faire partie de l'Observatoire. Et ça, c'est très intéressant, et ça rend optimiste pour l'avenir, parce que sont venus me voir l'un après l'autre et sans s'être concertés, le représentant de la Turquie, puis le représentant de l'Arménie, et quand ceci se produisait, c'était dans une des périodes chaudes entre l'Azerbaïdjan soutenu par la Turquie et l'Arménie, en me disant, bon, comme il faudra quand même un jour qu'on réconcilie nos mémoires, si on veut aboutir à des relations diplomatiques normales entre nos pays, ça serait pas mal qu'on travaille ensemble. Voilà. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Alors, depuis la guerre d'Ukraine, évidemment, le sentiment vis-à-vis de la Russie a complètement changé. Donc, du coup, l'Ukraine est devenue membre de l'Union européenne, de l'Observatoire. La Moldavie a fait le premier pas avec le statut d'observateur. Je vais m'y rendre prochainement pour entériner l'entrée de la Moldavie. Et je vais me rendre en Pologne, maintenant que le changement de gouvernement en Pologne va rendre les contacts plus faciles. Voilà. Et donc j'ai bon espoir que nous allons pouvoir compléter notre échantillon. En Allemagne, nous nous heurtons à un problème depuis l'origine que je n'ai pas pu surmonter, qui est la compétence des Länder, mais avec aussi l'obligation d'avoir l'accord de Berlin, parce que les Länder sont entièrement compétents sur le contenu des programmes, mais ils n'ont pas le droit de signer des accords internationaux. Or, mon petit organe, c'est quand même un organe international. Donc l'adhésion sera juridiquement un traité qui ne pourra être signé qu'à Berlin. Voilà. Donc il faut qu'ils se mettent d'accord. Alors quand je rencontre les Länder, ils me disent si ça ne tenait qu'à nous, oui, mais c'est Berlin qui ne veut pas. Et quand je rencontre Berlin, ils me font la réponse contraire. Bon, ce que je souhaite, c'est qu'à l'occasion d'un sommet franco-allemand, on
on en parle au plus haut niveau, parce que depuis la guerre d'Ukraine et les motifs qui en ont été donnés, comme cela a été rappelé par le président Poutine, en fait, le fait, évidemment, c'est une action à long terme, mais enfin, le fait de mettre en place un système qui consolidera la réconciliation entre nos peuples, plutôt que d'encourager les pays à faire comme la Russie et à raconter n'importe quoi sur le passé, ça devient d'une importance considérable, même pour nos dirigeants, même dans les pays où le contenu des programmes est décidé au niveau régional. Voilà. Alors, la question posée par M. Chantrel sur la labellisation des manuels. Alors, sur le statut des manuels, il y a tous les systèmes. Donc, en France et dans très peu de pays, il y a liberté totale. N'importe qui d'entre nous peut écrire un manuel, et s'y trouve un éditeur, et n'importe quel professeur peut le choisir. À l'autre bout, il y a des pays avec un seul manuel obligatoire par niveau de classe. Y compris des pays qui sont des démocraties qui marchent pas mal, mais où, bon, je vous laisse juge. Et puis il y a toutes les gammes intermédiaires. La solution la plus fréquemment retenue, c'est la labellisation, simplement, alors c'est le cas en Allemagne, simplement pour s'assurer que le manuel traite bien le programme du cours de l'année. C'est tout, sans entrer sur la manière dont il le traite. Ça ne pose aucun problème dans ces pays, personne ne l'a jamais contesté. Voilà. Donc, bon, je ne prends pas parti sur les projets éventuels, simplement je constate que sans labellisation, ça marche très bien en France. Et là, c'est l'ancien homme politique qui parle, changer un truc qui marche, on a déjà suffisamment de mal à changer ce qui ne marche pas. Enfin, voilà, bon, bon. Alors, je voudrais peut-être achever... Attendez, je n'ai pas tout traité, je m'en excuse, mais si vous avez d'autres questions, je pourrais répondre par écrit. Mais je voudrais achever par des... en revenant d'ailleurs à des propositions à certains d'entre vous, sur des recommandations qu'à titre personnel, je pense qu'il serait utile de faire au niveau de l'Union européenne, pour les membres de l'Union européenne. Hein. Le Conseil de l'Europe, bon, mais les membres de l'Union européenne. D'abord, je pense que... Alors oui, je pense à l'Union européenne, d'autant qu'en ce moment même, votre homologue, avec qui vous devez être en contact, du Parlement européen, travaille sur le sujet, avec l'idée de faire des recommandations. Et donc, ils m'ont auditionné, j'ai donné un certain nombre de suggestions. Ça, moi, je trouve que ça serait bien si tous les pays de l'Union européenne s'engageaient à enseigner l'histoire. Or, certains d'entre eux ne l'enseignent plus. Et l'histoire, ça veut dire chronologique. Hein, c'est pas simplement un flash sur un événement, ou sur une réforme, ou sur une révolution à un moment donné. Comprendre l'enchaînement des événements. Deuxièmement, que tous s'engagent à enseigner l'histoire de la construction européenne. La moitié des 27 pays, enfin, la moitié, je ne sais pas, c'était la moitié quand on était 28, donc ça veut dire 14. Des 27 pays, non, ou 13, parce que là-dedans, il y avait le Royaume-Uni, enfin, peu importe. En gros, la moitié des pays membres de l'Union européenne, au titre d'histoire contemporaine, n'enseignent pas l'histoire de la construction européenne. J'enseigne le budget européen à Sciences Po. Dans ma classe, j'ai en ce moment des Allemands, des Italiens, des Espagnols, des Suédois, des Finlandais, notamment, puis des non-Union européenne, Suisses et Chinois. La semaine dernière, j'ai parlé de Jean Monnet, ils ont écarquillé les yeux. J'ai parlé de Konrad Adenauer, les Allemands étaient contents, les Français n'avaient jamais entendu parler. Konrad Adenauer. Donc, s'obliger à enseigner l'histoire de la construction européenne. Je propose aussi un Erasmus pour les professeurs d'histoire. Si on veut que chaque professeur vive la multiperspectivité, pour avoir l'équivalent du CAPES,
obligés à faire l'équivalent d'un stage, enfin, pendant plusieurs mois, dans un pays voisin, pour enseigner, selon d'ailleurs le programme et les manuels du pays voisin. Et puis revenir chez soi. Je crois que la multiperspectivité serait pas mal. Il y a beaucoup d'argent à Erasmus, et on ne sait pas trop quoi en faire. Autre chose plus importante, alors là on est au cœur de la politique, puisque l'Union européenne va s'ouvrir à de nouveaux pays, de nouveaux membres, introduire dans les critères d'adhésion, ajouter aux 3 critères d'adhésion, un 4e, qui est « ne peuvent entrer dans l'Union européenne que des pays réconciliés avec leurs voisins ». C'est la moindre des choses, parce que nous avons réussi le miracle de la paix et de réconciliation entre nous. Nous n'allons pas faire entrer dans une famille réconciliée quelqu'un qui va tout de suite expliquer qu'il est fâché, soit avec l'un de nous, soit avec un pays tiers. Bon, alors, il y a le problème Ukraine-Russie, mais sinon, dans les pays candidats, par exemple, la Serbie et le Kosovo vont pas entrer tant qu'ils sont à couteau tiré. C'est pas possible. Hein? Voilà, la Macédoine du Nord doit réconcilier son histoire avec la Bulgarie. Et d'ailleurs, nous sommes prêts à y travailler. J'ai fait un certain nombre de suggestions au sein de l'Observatoire pour les aider à le faire. Non pas pour me mettre à leur place, mais pour les aider à être autour de la table et à échanger entre eux. Un critère d'accession, ça me paraît extrêmement important. J'ai soumis cette idée aux hautes autorités de la République. Et alors, il m'est venu une idée, mais l'un de vous, je ne sais pas si c'est M. Chantrel ou M. Ouzoulias, oui, M. Ouzoulias avec le droit de la liberté académique. Moi, j'avais une formule. Alors là, c'est explosif. Hein. Enfin, au Sénat, on sait éteindre les explosifs, enfin, les rendre comestibles, si je puis dire. Bon. Mettre quelque part dans un bout de loi, pas dans la Constitution, hein, compliquons pas trop. Tout citoyen français a le droit et le devoir de connaître l'histoire de France. Alors, chaque mot suscite des objections, des problèmes. Mais ça veut dire que il faut enseigner l'histoire. Et ça veut dire que pour être un citoyen français qui n'est pas originaire de France, c'est pas mal de connaître l'histoire. Sachant que, je termine par là, certains des pays qui n'enseignent plus l'histoire se trouvent aujourd'hui dans une situation assez cocasse dans laquelle, devant une pression migratoire forte venue de pays non européens, avec, au bout de quelques années, des demandes de naturalisation, ils ont adopté des lois selon lesquelles, pour être citoyen de leur pays, il fallait connaître l'histoire du pays. Et donc le paradoxe, c'est que dans ces pays, les nationaux nés dans le pays ne connaissent pas l'histoire, mais les citoyens de souche plus récente sont obligés de la connaître. Du coup, ils vont être conduits à généraliser l'enseignement de l'histoire. Alors, là, on manie de la dynamite, hein, mais en même temps, si l'enjeu sur le long terme, c'est bien la réconciliation ou le retour à un état de guerre ou à des rivalités permanentes, il y a un moment où il faudra prendre des risques. Merci. Je vous remercie, Président. Pardon d'être Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'était passionnant et on ne parle pas assez d'histoire. Donc, l'avoir fait à travers vos travaux et ceux de l'Observatoire, c'était pour nous très enrichissant. Merci beaucoup. Je vais inviter les rapporteurs de la PPL à me rejoindre. Je vais raccompagner Alain Lamassoure, si vous me le permettez, mais vous pouvez commencer le rapport.